Bonsoir, bienvenue à toutes et tous ici à la Villa Basset. C'est-à-dire c'est un événement en français, je crois que je vois le kakemono de la francophonie, donc je vais poursuivre dans cette langue. Et je suis vraiment ravi de vous accueillir ici pour cette nouvelle conférence de la Société d'Histoire des Français de Shanghai. Je suis toujours impressionné quand je regarde cette bannière à ma droite, qui est quand même assez originale et assez belle. Et la dernière fois qu'on s'était vu ici, je pense qu'on se faisait la réflexion tout à l'heure avec David, c'était au mois d'octobre. Et entre-temps, l'histoire s'est quelque peu accélérée, parce que l'ambiance générale et la situation, notamment sanitaire, sociale et politique, a un peu évolué. Et donc on est ravis de pouvoir à nouveau organiser plus facilement, disons avec moins d'incertitude, des événements comme celui-ci, ici, à la Villa Basset. Je suis très heureux aussi de pouvoir ouvrir cet échange, qui est quand même porte sur un sujet particulièrement intéressant, et une institution, l'université L'Aurore, qui est historique, mais qui est presque quasi mythique, pourrait-on dire, dans l'histoire de la France à Shanghai et des relations franco-chinoises dans le domaine des choses de l'esprit universitaire, qui a eu une très grande influence, fondée en 1903. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, je crois qu'on va pouvoir, grâce au professeur Jeune tout à l'heure, savoir tout ce qu'il faut sur l'histoire de cette institution. Et c'est vraiment en tout cas un grand plaisir de pouvoir le découvrir et la redécouvrir avec vous. Ça a été, je pense, une étape tout à fait essentielle et pionnière dans les échanges intellectuels, universitaires, scientifiques entre nos deux pays. Et vous savez combien cette dimension-là, la coopération universitaire et scientifique, est essentielle et motrice dans le partenariat franco-chinois. Et en tout cas, depuis l'établissement de nos relations en 1964, ça joue un rôle tout à fait important. Et ça joue un rôle dont on attend beaucoup aussi dans le contexte actuel de reprise des échanges humains qui ont été quand même fortement amoindris depuis 3 ans du fait de la crise sanitaire. Et je crois qu'on le verra tout à l'heure, mais cette université a permis des échanges dans des domaines extrêmement nombreux, les lettres, les sciences, la médecine, le latin, le français, l'anglais. Et donc c'est extrêmement intéressant. Moi, le premier contact que j'ai eu de visu, si je puis dire, avec l'université après mon arrivée à Shanghai, c'était avec des amis et collègues médecins chinois de l'hôpital Jueijin, quand je m'étais rendu dans cet hôpital, et à côté, à l'université Jiaotong, où vous enseignez aujourd'hui. Eh bien, on m'a présenté avec des photos d'époque l'histoire de l'université L'Aurore, et c'était vraiment passionnant. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence aussi pour cette raison. Alors pour nous accompagner et nous faire voyager et surtout nous apprendre, nous permettre d'en savoir davantage, qui de mieux que le professeur Jani, chère madame, bonsoir, ici présente, spécialiste qui va pouvoir nous éclairer et nous permettre de revisiter l'histoire de l'université L'Aurore. Vous enseignez actuellement donc, à l'université Jiaotong, mais vous avez passé de longues années aussi en France, y compris à l'EHESS, où vous avez passé votre thèse. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir vous avoir avec nous ce soir en français. Et merci à tous nos amis chinois d'avoir un niveau de français aussi exceptionnel pour pouvoir effectuer ensemble ce voyage historique. Je ne serai pas plus long et je vais céder la parole au président de la société, cher David, et puis ensuite à Michel Chapdelaine qui est là également pour vous présenter le format et le contexte de la soirée avant que le professeur Jeanny prenne la parole. David, à vous. Merci. Alors, pour qui, aujourd'hui, c'est la première fois à la Villa Basset? Ah non, un petit peu plus. Non mais voilà, la Société d'Histoire, on essaye d'ouvrir des endroits assez exceptionnels et grâce à Monsieur le Consul aujourd'hui, on a accès à la Villa Basset, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et on est d'une certaine façon, on essaye de donner vie à un terme que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent quand on écrit des articles, qui est « Il était une fois ». Donc on essaye de faire du « Il était une fois », de revoyager un peu dans le temps, de retrouver un peu ce qui se passait il y a une centaine d'années, 150 ans, etc. Et c'est ça la Société d'Histoire, c'est nous faire un peu retourner dans le passé et voyager dans le temps. Donc on fait ça à travers, vous le savez, les conférences qu'on organise de manière mensuelle, on fait ça à travers les publications qu'on fait de manière régulière, un rythme qui est quasiment hebdomadaire. On fait ça avec des visites aussi, donc vous avez vu dernièrement on a fait la visite de la réserve de la bibliothèque de Sudiarway, qui pendant de longs mois a été fermée, qu'on a réussi à ouvrir il y a une dizaine de jours maintenant, et on va essayer d'ouvrir d'autres lieux comme ça qui sont rarement ouverts dans les semaines qui viennent.
On fait aussi des recherches, on a un club recherche qui est ouvert pour les amateurs d'histoire. On a une réunion dans 2 semaines, vous le verrez à la fin de la conférence dans le calendrier. Donc on fait beaucoup de choses. On a aussi un club lecture qu'on fait de temps en temps, parce qu'on est bien sûr aussi des amoureux du livre. Donc on fait beaucoup de choses, on essaye de faire beaucoup de choses. Et tout ça est possible que grâce à nos bénévoles. Donc n'oubliez pas que nous sommes une association non lucrative, loi 1901. Et donc on réussit à fonctionner grâce au temps de certaines personnes, dont moi, Thierry, Michel, Christophe, est-ce que j'oublie quelqu'un? Quand on commence à faire des listes de noms, on oublie toujours quelqu'un. Mais voilà, on a besoin de Benjamin qui va nous rejoindre bientôt. Je sens que tu es bien parti pour nous rejoindre. Mais il y a Valentin qui n'est pas là ce soir, qui est notre trésorier. Mais on a besoin de volontaires pour nous rejoindre, pour aller au bout des projets qu'on a. Donc que ce soit sur l'organisation des événements comme ce soir, que ce soit sur toute bonne idée. Enfin, on parlait des enregistrements vidéo. On a eu il y a 1 ou 2 mois un enregistrement vidéo de la conférence qui n'était pas d'une qualité énorme. Donc on a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu mieux pour faire l'enregistrement. Donc on remercie Johan qui s'est proposé. Et on a donc un joli caméscope aujourd'hui, mais voilà, si vous avez des bonnes intentions, un peu de temps, venez, on a besoin de vous. Maintenant, rentrons dans le sujet de ce soir. Avant de rentrer dans le sujet de ce soir, d'abord les remerciements, bien évidemment, remerciements à l'équipe du consulat, donc à monsieur le consul avant tout, mais à Louis aussi, à Séverine qui nous aide énormément et qui malheureusement ni Louis ni Séverine ne sont là ce soir. Mais voilà, notre événement rentre dans le cadre du mois de la francophonie et c'est grâce aux très bonnes relations qu'on a avec Séverine qui fait beaucoup de choses avec nous, pour nous. Et voilà, on a un soutien très fort du consulat, y compris de toutes les petites mains qui sont derrière et que je ne peux pas citer parce que je ne connais pas les noms. Mais voilà, c'est très appréciable de pouvoir compter sur l'équipe du consulat. Et donc maintenant, il y en a quelques-uns comme ça, ils vont, ils viennent. il y a des places réservées pour eux encore devant. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et donc maintenant, Yann, tu vas nous faire la présentation de ce soir. Donc je voulais, c'est Michel qui va t'introduire, mais je voulais te remercier dans les premières conférencières qu'on a eues au tout départ. De ce cycle de conférences qu'on a commencé à organiser depuis 3 ans. Et c'est quelque chose... voilà, il y a peu de personnes qui sont intervenues 2 fois à la Société d'Histoire. Il y a toi et Benoît Vermandet. Donc ça te met à un niveau qui est assez élevé. Voilà. Et une dernière salutation à Claude Jacques, qui est notre fondateur, qui a eu cette bonne idée il y a une quinzaine d'années, même un petit peu plus maintenant. Le temps passe, comme on disait tout à l'heure. Mais voilà. On compte sur vous pour continuer à être présent maintenant qu'on est un petit peu plus libre de nos mouvements, pour faire un petit peu plus de choses. On parlait des visites tout à l'heure, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des bonnes idées, des remarques à faire. On a ce compte WeChat, on a un groupe WeChat, on est à peu près 500 personnes. Si vous n'y êtes pas, faites-nous signe, on vous met dedans. Puis il y a le compte WeChat aussi, on est à peu près 3000 followers dedans, donc c'est quand même pas mal pour quelque chose qui parle d'histoire en français. Voilà. C'est tout pour moi, j'ai été un peu long. À toi Michel, merci. Bien, bonsoir à tous. Je suis encore ravie de vous voir ce soir, oui, bien sûr. C'est à toi de venir maintenant. Voilà, j'ai beaucoup. Alors, je remercie tout le monde. Je remercie Monsieur le Consul, je remercie Séverine, qui n'est pas là ce soir, sans qui cette soirée n'aurait pas été possible sous l'égide du mois de la francophonie. Donc, et tous les autres avec lesquels je ne pense pas là comme ça immédiatement. Et bien entendu, notre conférencière, Madame Dickeron, qui a accepté de relever le défi ce soir. Alors, j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure de David, il était une fois, donc je vais la reprendre. Il était une fois, je vais vous raconter une histoire. Il y a 120 ans, en 1903, des élèves rentraient dans une école qui avait été créée par les jésuites français de Sokawe et un jésuite chinois, Machambo, et francophone aussi. C'est une très belle école, très très rapidement le succès est là, elle est ouverte sur l'Occident.
Les étudiants sont de plus en plus nombreux, une vingtaine d'étudiants au départ, et je pense que nous saurons combien il y en avait 2 ou 3 ans après. Néanmoins, donc, elle forme aussi les élites de Shanghai de 1903 à 1952, et pourtant, un projet qui aurait dû réussir, eh bien, va se terminer en on va dire un échec, un conflit majeur qui conduira à la scission de l'université. Et ça, Dylan nous expliquera pourquoi. Mais je vais continuer dans mon histoire, on va se projeter 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, on a une jeune femme qui rentre dans l'université L'Aurore, dans un campus de l'université L'Aurore, qui ne connaît pas le campus de l'université de l'Aurore, et elle est très surprise de découvrir un bâtiment de style français. Et elle se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. Elle est déjà tu es déjà diplômée, tu parles déjà parfaitement le français, et donc elle va commencer à chercher. Donc là, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle est là ce soir, parce que sa passion pour la France et les relations entre la France et Shanghai sont très importantes, notamment au niveau de l'éducation et puis aussi de la médecine. Alors, tout à l'heure, le 7 avril 1840, il est né au district du Danyang, à la province du Jiangsu, dans une famille catholique depuis les premiers jours de l'arrivée de Matteo Ricci en Chine, fin du XVIe siècle. À l'âge de 11 ans, il a fait le long voyage de 10 jours en bateau pour se rendre à Shanghai. Il est entré au collège Saint-Ignace, où il a appris le latin, le grec, le français, ainsi les mathématiques et les sciences. En 1862, il a fait partie de la première promotion de séminaires nouvellement créés sous la direction du père Zotoli. Il a reçu son doctorat en théologie en 1870 et il est entré dans l'ordre des Jésuites. En raison des différents conflits avec les pères étrangers, Ma a quitté l'ordre 6 ans après. Il s'est lancé dans une carrière politique. Grâce à ses réseaux familiaux et à ses propres connaissances en culture occidentale. Sachant que Ma Jianxun, frère aîné de Ma Xiangbo, était haut officier qui s'occupait de l'approvisionnement de nourriture dans l'armée de Li Hongzhang, et Ma Jianzhong, frère cadet de Ma Xiangbo, premier chinois qui a obtenu le baccalauréat français et un des premiers étudiants chinois de l'école libre des sciences politiques à Paris. Il a également occupé de différents postes diplomatiques importants. Donc, Ma Xiangbo s'est engagé au Shandong dans les services publics. Ensuite, il est devenu attaché d'ambassade au Japon. Il a rejoint son frère en Corée comme conseiller du roi de Corée et en 1886, Li Hongzhang l'a envoyé aux États-Unis dans le but de négocier les prêts. La tentative est avortée. Ma Xiangbo est passé en Europe où il a fait un voyage d'enquête en Grande-Bretagne et en France. Après son retour, il est retiré du milieu politique. Il voulait trouver une autre voie pour réaliser son ambition, l'éducation. Il a dit « J'ai vécu et j'ai vu de mes propres yeux l'échec de la Chine sur la scène diplomatique internationale. Il y a 2 raisons pour expliquer. Premièrement, c'est l'ignorance des droits et des coutumes internationaux. Deuxièmement, c'est le grand retard dans la technique de fabrication. Puisque la langue de travail internationale est le français, par conséquent, il faut créer une école. Il est nécessaire d'ajouter le latin pour comprendre l'essentiel de la science. À la suite de la guerre sino-japonaise en 1894 et de la rude leçon reçue par la Chine en faveur auprès du jeune empereur Guangxu, des élites chinoises ont obtenu un certain nombre de décrets réformateurs parus en 1898 et qui comptaient à créer une Chine toute nouvelle. En particulier, l'ancien système des examens faisait place à des programmes d'enseignement inspirés de l'Europe et de l'Amérique.
En juillet 1898, Liang Qichao, un des principaux promoteurs du mouvement réformiste, faisait solliciter Monseigneur Garnier par le ministre de France à Pékin, Stéphane Buchon, d'autoriser Ma Xiangbo à fonder une école de traducteurs à Pékin. Ma Xiangbo a négocié pour une installation à Shanghai. Malheureusement, le projet a échoué avec la chute du gouvernement des 100 jours en septembre 1898. En 1900, Ma Xiangbo a fait la donation de tous ses biens familiaux aux jésuites pour ouvrir un institut d'études sino-occident. Je vais vous montrer d'abord la photo. Il a dit: je veux donner tout bien hérité sous mon nom à la mission du Jiangnan pour fonder un établissement d'éducation supérieure moderne. J'ai bien réfléchi et je ne regrette pas. Mon frère cadet est déjà mort, je suis également âgé. C'est pourquoi je fais appel aux jésuites dans cette affaire. Je fais un don des terres de 3000 mous de Songjiang et Qingpu dans la banlieue de Shanghai. Et pour la construction des bâtiments, je fais un don de 40 000 yuans et 8 terres dans les concessions françaises et internationales. Pourtant, après avoir reçu les donations de Ma Xiangbo, les jésuites n'ont pas démarré immédiatement la création de l'école, car ils ne croyaient guère au succès. En 1901, Tsai Wen-pei a pris la direction du Nanyang College, qui est devenu après l'université de Jiaotong. Il a envoyé ses 24 étudiants chez Ma Xiangbo pour apprendre le latin. Ma Xiangbo leur a enseigné non seulement le latin, mais également le français, les mathématiques et la philosophie. Ces élèves ont constitué les premiers noyaux de la future institution. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des lettrés accourent de toutes les provinces, aussi bien des provinces lointaines de Yunnan, Sichuan, Shanxi. Il paraît nécessaire de donner une organisation et un cadre plus grand à notre entreprise. Au début de 1903, Ma Xiangbo a reçu la visite de 3 professeurs du Nanyang College, suivis de quelques étudiants. Leur école était en grève. On ne s'est entendu ni sur le programme ni sur les horaires. Ils lui ont demandé d'ouvrir une école supérieure où s'enseignerait la philosophie d'Occident. La cérémonie officielle de la rentrée de l'institution a eu lieu le 27 février 1903. Le 19 mars, des leçons de français et d'anglais ont été inaugurées par 2 pères jésuites dans un local de l'observatoire de Tsikawei, mis à la disposition de Ma Xiangbo par la mission catholique. L'école a pris le nom d'Aurore, qui disait ses vastes espoirs. L'année suivante, le père Perrin était nommé sous-directeur de l'école avec 2 pères et 4 scolastiques pour l'aider. La finalité de l'enseignement était d'inculquer aux étudiants chinois les éléments d'une connaissance universelle et de former des traducteurs. Voilà la photo des professeurs et des étudiants lors de la création de l'école en 1903. Le programme d'études élaboré en 1902 par Ma Xiangbo visait donc à former expressément des jeunes lettrés chinois aux sciences européennes afin qu'ils traduisent ou adaptent les meilleurs ouvrages occidentaux à l'usage des Chinois. Les études devaient durer 2 ans. La journée de cours était divisée en 2 parties. 2 heures dans la matinée et 2 heures dans l'après-midi. Au total, 4 heures, dont 3
était destinée aux cours principaux et une aux cours annexes. À part les heures de cours, il fallait ajouter 4 heures par jour pour l'auto-étude. Chaque dimanche matin était l'occasion de dialogue au sens platonicien sur les sujets d'actualité préparés par Machambo. Le programme d'études est la projection de l'expérience de contact de Machambo avec l'Occident. On y trouve certains aspects de la méthode de pensée qu'il a étudiée chez les jésuites. L'accent sur la formation aux langues est une longue tradition jésuite. Dès l'origine, la compagnie a développé une politique des langues. Les jésuites sont d'excellents serviteurs de la science linguistique en naviguant avec intelligence et souplesse entre le latin, les langues modernes des grandes puissances d'Europe, les langues régionales et locales des terres de la mission lointaine. Alors, Machambo a établi un système de cours basé sur les littératures classiques telles que latin, grec et chinois, qui sont le fin du fin de la culture, et sur les langues vivantes qui servent directement au futur travail de traduction des ouvrages. Machambo insiste également sur l'art oratoire. Non seulement il enseigne le discours de Cicéron pour les débutants qui commencent à apprendre le latin, mais également il apprend aux étudiants les méthodes du discours, comment diviser en parties, comment saisir les auditeurs dès le début, comment conclure, etc. Ce genre d'exercice oral est très rare dans l'éducation traditionnelle chinoise, mais très fréquent dans la formation des jésuites, dont un mariage heureux entre l'accent mis par les jésuites sur l'excellence de l'expression orale et le désir des intellectuels chinois d'être en mesure d'exprimer leurs convictions politiques. L'aurore exprime la stratégie de Machambo pour la formation des élites modernes, un peu à la manière de Matteo Ricci, qui voulait adapter l'enseignement aux besoins de la classe mandarinale qui formait dans l'ancien système des concours, aspire à une formation complémentaire aux sciences occidentales en vue de réformer la Chine. Selon Machambo, la réforme éducative n'est pas un simple remplacement de l'essai en une partie par les sciences dures. L'essai en une partie, en chinois Baguwen, c'est une forme fixée pour les concours sous les dynasties Ming et Qing. Elle doit être fondée sur l'éthique humaine. Par conséquent, Machambo est très sensible à la formation de l'esprit et ne souhaite pas réduire son institution à la transmission uniquement de savoir-faire pratiques venant de l'Occident. Il veut réaliser une fusion entre les cultures grecques et roumaines représentées par la France et la culture traditionnelle chinoise. À plusieurs reprises, il pense que l'Académie française est une bonne incarnation. Son rêve est de créer une académie chinoise à la française. Pour ce faire, il favorise l'autogestion de l'Institut par les étudiants eux-mêmes et la sélection des élèves sans limite d'âge. Il accepte même un nombre important d'étudiants engagés dans les activités révolutionnaires. Mais en revanche, les jésuites sont plutôt favorables à la fondation d'une université au sens strict, qui s'attache d'abord à l'enseignement des matières scientifiques et techniques, qui respecte l'organisation des collèges jésuites et l'enseignement uniquement en français dans un esprit français et selon les méthodes françaises. Les jésuites ne retrouvent pas dans le projet de Machambo leur propre enseignement. Pour eux, le programme leur semble très mal défini, sans méthode et constance, sans but clair à atteindre. En plus, le devoir d'obéissance constitue une composante centrale dans la ratio studiorum. Le style informel et personnel de Machambo est beaucoup critiqué par les jésuites. Ils veulent introduire l'encadrement disciplinaire et moral afin d'apprendre aux étudiants à se soumettre. C'est une rupture totale avec la liberté de parole
et d'échange qui préside au modèle académique de Massiambourg. Les jésuites favorisent un corps d'étudiants homogène et obéissants, ainsi qu'un recrutement des étudiants plus jeunes. En plus, ils veulent imposer une totale dépolitisation, ce qui permet une bonne réputation auprès des autorités chinoises et évite également une contestation de l'autorité à l'intérieur de l'établissement. En gros, les jésuites visent à former un corps d'élite de chercheurs, d'ingénieurs et de fonctionnaires modernes, comme celui que façonnent les grandes écoles françaises. Le désaccord a provoqué finalement une tempête étudiante. Massiambourg a décidé de faire sécession et fonder la Nouvelle Aurore, c'est-à-dire l'Université Fudan, en 1905. Les jésuites ont repris le cours à l'Aurore. Ils ont conservé la tutelle sur l'établissement. L'organisation et le contenu des cours étaient similaires à ceux proposés en France. Désormais, l'Aurore représente l'université française la plus importante en Chine. Les pères avaient seuls la direction de l'œuvre et organisaient à leur gré le programme des études. Le but général de l'Aurore était de donner aux jeunes gens qui ont déterminé leur étude secondaire l'enseignement supérieur dont ils avaient besoin pour compléter leur formation intellectuelle et se préparer aux carrières administratives et libérales. Le but spécial de l'université était d'offrir à l'étudiant chinois dans son propre pays tous les avantages qu'il allait parfois chercher à l'étranger au prix de grands sacrifices et sans avoir pour cela à négliger ou même abandonner la culture nationale qui alors restait au premier plan. À partir de 2 sections, c'est-à-dire lettres et sciences, l'université s'est progressivement développée en 3 facultés, faculté de droit, faculté de sciences et faculté de médecine. La formation juridique de l'université a commencé en 1905 et en 1914, une formation de droit, de politique et de littérature de 3 ans a été instaurée. En 1921, la durée d'études est passée à 4 ans. En 1932, la faculté comprenait 2 sections, c'est-à-dire section juridique et section politique et économique. L'Université de l'Aurore a imité l'enseignement juridique français au sens large, en plaçant les sciences politiques, le droit et l'économie dans l'enseignement général du droit. Au début, les cours des sciences comprenaient seulement les mathématiques, la physique et la chimie. En 1909, Père Alain a rédigé un programme avec 3 ans d'études scientifiques donnant droit à un diplôme licence et sciences, après quoi une série de cours techniques complémentaires en 2 ans, aboutissant au diplôme d'ingénieur. En 1932, la faculté des sciences comprenait 4 sections. Section des sciences mathématiques et physiques, section des ingénieurs chimistes, section des ingénieurs génie civil, section des ingénieurs électriciens mécaniciens. Le programme a mis un accent particulier sur l'enseignement en ingénierie et technologie. Et la pédagogie a souligné la nécessité de bien saisir les relations entre la théorie et la pratique. Cela traduit la volonté de s'adapter aux besoins de la Chine et de servir la construction de la société chinoise. En 1909, à l'initiative du père Lecoq, un cours de physique, chimie, nature est institué avec cours théoriques et pratiques. En 1912, les premiers cours de médecine sont inaugurés. En 1914, Père Fourier
a établi une spécialisation de 4 ans en pharmacie et histoire naturelle, qui a ensuite été transformée en médecine avec une durée d'études de 6 ans, divisée en 2 parties. Les 2 premières années sont consacrées à la physique, chimie, nature. Les 4 dernières années, appelées programme doctoral. À partir de la 3e année, les cours de pratique à l'hôpital a été organisé tous les matins et la pratique clinique a été organisée pour les 5e et 6e années. Voilà quelques photos que je voudrais vous montrer. Ça, c'est une photo avec les 2 premiers diplômés en médecine. Les 2 messieurs à l'extrême gauche et à droite. Et ici, on peut voir, pour l'examen, le gouvernement français et le gouvernement chinois ont envoyé leurs délégués pour présent comme jury. On peut voir devant ces 2 messieurs, c'est le docteur Bussier et le docteur Watt, qui est comme représentant du gouvernement français et du gouvernement chinois. Tous les cours à l'horreur sont donnés en français. Par conséquent, pour entrer à l'université, l'étudiant doit avoir une bonne connaissance du français. Les cours de littérature française sont obligatoires. Une connaissance approfondie du français étant nécessaire aux étudiants pour suivre les cours, lire les revues et ouvrages spéciaux. L'étude de la littérature française a été répartie sur 3 ans, comprenant la lecture expliquée des grands auteurs du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Le cours spécial a été créé en 1915 pour permettre aux étudiants qui ont terminé leurs études secondaires, mais ignorant le français, d'acquérir une connaissance de cette langue, les mettant à même de suivre l'enseignement des différentes facultés. Le cours dure 1 ou 2 ans, selon leur niveau, avec 2 manuels. Je vais vous montrer un que j'ai acheté sur Internet. Ça, c'est la grammaire élémentaire. La deuxième, elle s'appelait les extraits des écrits des écrivains français. Voilà encore quelques photos. Ça date de 1906. Une photo de tous les élèves et étudiants. Regardez bien cette photo, ça date de 1913. C'est une photo avec les premiers licenciés. Regardez au milieu. Le monsieur au milieu, c'est bien Père Machambo. Alors, tout à l'heure, on dit qu'il y a des différents conflits entre Père Machambo et les jésuites étrangers. Mais ici, ça montre que Machambo continue à jouer un rôle très important dans le développement de l'université d'Europe. Parce que d'un côté, Machambo, il garde toujours un grand respect pour l'enseignement des jésuites. Et du côté des pères étrangers, ils ont besoin aussi de Machambo pour ses relations avec les hautes classes chinoises et aussi pour ses soutiens financiers. C'est pour ça qu'on peut voir sur cette photo Père Machambo et au milieu, en chinois, du Siwei, centre, classe centre. Ici, une photo avec une vue générale de l'université qui date de 1928. On peut voir de l'extrêmement, il y a l'hôpital, il y a du côté l'est et du côté l'ouest. Alors, en vertu d'un décret du 30 novembre 1918, le ministre français de l'Instruction publique a accordé l'équivalence du baccalauréat français au certificat d'études secondaires délivré par l'Université Laurent.
ce qui a permis aux jeunes auroriens l'accès aux études supérieures dans l'université française. En décembre 1932, l'université est définitivement enregistrée par décret du ministère chinois d'éducation. En vue de cet enregistrement, l'université pouvait délivrer des diplômes avec le cachet du ministère et qui avaient valeur légale en Chine. La gestion efficace de l'université est en grande partie réalisée grâce aux pères jésuites. Ils ont occupé des postes administratifs. Par exemple, en 1934, le recteur était Père Gauthier. Le doyen de la faculté des sciences était Père Leger. Le doyen de la faculté de droit était Père Bonichon. La seule exception était le doyen de la faculté de médecine, Dr Bussière. Avant de devenir père prophète, un jésuite devait accomplir 15 ans d'études. La longue formation en pédagogie garantissait que le jésuite était qualifié comme bon enseignant. Par exemple, Père Joseph de la Servière était titulaire d'un doctorat en théologie de l'Université de Lyon, ainsi qu'un doctorat en littérature et un doctorat en histoire de l'Université de Paris. Il a enseigné l'histoire et la littérature à l'Aurore. Père Bonichon, doyen de la faculté de droit, a obtenu un doctorat en droit de l'Université de Paris. Père Girardin, qui a enseigné la sociologie et est diplômé de l'École libre des sciences politiques de Paris. Père Guéraud, qui a enseigné les mathématiques et est diplômé de Centrale de Paris. Père de Genlis, professeur de mécanique et est diplômé de Supélec. Et Centrale, tout à fait. Donc les jésuites croyaient que la meilleure façon d'enseigner le catholicisme était par l'exemple. Ils ont souligné la cohérence de la guérison et de l'amour dans l'enseignement de Dieu. Pendant les 2 batailles de Shanghai lors de la Deuxième Guerre mondiale, les étudiants et les professeurs de l'Aurore ont participé activement au secours des blessés et des réfugiés. Voilà, ça c'est d'abord une photo pour vous montrer. C'est sous la direction du père Lefebvre. Ouais. Entre 1927 et 1931, c'est une photo avec des pères jésuites de l'université. Alors, en 1932, dès le lendemain du déclenchement des hostilités, les étudiants en médecine ont demandé au père chancelier l'autorisation d'employer la grande salle des fêtes pour les soldats blessés. Le recteur, alors absent, a été consulté par téléphone, a donné son consentement. En recommandant qu'on s'arrange le plus tôt possible pour former une organisation capable de donner des soins sérieux. En moins de 2 heures, 70 à 80 blessés sont transportés dans la grande salle. 2 médecins anciens élèves de l'Aurore prenaient la direction des soins médicaux. Les étudiants de la dernière année de médecine faisaient les pansements. Des étudiants d'autres facultés achevaient l'aménagement matériel de la salle. Environ 300 blessés ont été soignés et guéris à l'Aurore. Du 14 août 1937 au 7 avril 1938, la grande salle et le sous-sol du grand bâtiment de l'Aurore a été aménagé pour recevoir 500 lits. C'était le 3e hôpital temporaire de la Croix-Rouge dirigé par le docteur Wu Yungjue, professeur de l'Université de l'Aurore. Le corps médical est composé des médecins de l'Aurore et des étudiants de 5e et 6e année. Au total, pendant ces 8 mois d'existence, l'hôpital a reçu près de 500 civils blessés et 1424 militaires.
père Bonichon et le père Louis Wang. Père Bonichon est celui-ci et père Louis Wang est celui-là. Ces deux pères prenaient soin des âmes, consolant les mourants, organisaient les conférences. Le père recteur a tenu à rappeler le dévouement des étudiants en médecine et à remercier les jeunes docteurs du bon exemple donné. Il a dit, vous avez prouvé une fois de plus et jusqu'à l'évidence que l'on pouvait être à la fois étudiant de l'horreur, praticien habile et bon patriote. Vous avez écrit une belle page dans l'histoire de l'université et l'université vous remercie. Il faut encore citer à l'initiative du père Jacquinot, professeur d'anglais de l'horreur, un tiers de la cité chinoise est transformé en un gigantesque camp de réfugiés afin d'offrir une zone de sécurité à la population civile fuyant les zones de combat et interdite d'entrer dans les concessions. La zone Jacquinot a été gérée par un comité international chargé des liens avec l'occupant japonais et les organisations de secours internationales. Pour son fonctionnement quotidien, le père Jacquinot s'est appuyé sur le très petit nombre de bénévoles et l'application de règles de discipline rigoureuses à l'intérieur du camp. Voici la photo du père Jacquinot avec les enfants de la zone. Et ici, c'est une lettre de remerciement de la part du chef de l'État chinois Chiang Kai-shek le 9 mars 1938. Je vais vous traduire. Suite à l'agression militaire japonaise qui a entraîné la chute de Shanghai, nombre de nos compatriotes se sont retrouvés sans un toit pour s'abriter ni un grain de riz à manger. Le froid et la faim menaçant de les conduire à la mort. Et il était plus de 200 000 dans cette situation. Ils ne durent leur salut qu'aux actions humanitaires du père Jacquinot et de ses collègues du comité de secours des réfugiés. En tant que président du conseil militaire du gouvernement nationaliste de Chine et au nom de tout le peuple chinois, je vous adresse cette lettre pour vous témoigner de ma gratitude la plus profonde. Entre novembre 1937 et le juin 1940, la zone a sauvé la vie de 360 000 réfugiés chinois. En juillet 1951, les jésuites devaient quitter définitivement l'Europe. En octobre 1952, le gouvernement a fait l'ajustement complet des universités chinoises, donc l'université de l'Aurore était membre. La faculté de médecine est fusionnée avec la faculté de médecine de l'université de Saint John's et le collège médical Tongde pour former l'université de médecine numéro 2 de Shanghai est maintenant devenue la faculté de médecine de l'université de Jiaotong. La section d'économie est intégrée à l'université Fudan, la section de droit à l'université des sciences politiques et de droit de l'Est, la section des ingénieurs électriciens mécaniciens à l'université de Jiaotong, la section génie civil à Tongji, la section de chimie à l'université des sciences et technologies de l'Est. Mais l'histoire continue. Sur le campus de l'Aurore, une école médicale sino-française de la faculté de médecine forme une nouvelle génération de futurs médecins francophones. Et notre amie Yoann, elle fait partie des enseignants. 30 km plus loin, au campus de Mitran,
une école d'ingénieurs dirigée par cher Frédéric, forme des jeunes ingénieurs francophones. Voilà, et à la fin, je voudrais dire que cette recherche a pu réaliser grâce au financement du programme Suganti du ministère français des Affaires étrangères et au programme Talent du Fujian de la municipalité de Shanghai. Donc, je me permets d'offrir un recueil de mes 14 articles sur l'université de l'horreur à Monsieur le Conseil général. Bon, les problèmes techniques étant réglés, avez-vous des questions? Je sais qu'il y a des questions, oui. Quels étaient les publics à peu près quel était le profil des étudiants de l'Université Aurore? La plupart sont des Chinois, mais des Chinois au moins des classes moyennes, parce que les frais d'études est quand même cher. Je peux vous citer un exemple, c'est-à-dire pour un an, il faut avoir 100 yuan. À l'époque, c'était quand même une source énorme pour la population chinoise. Et est-ce qu'il y avait des impératifs, notamment au niveau religieux, vu que c'était une université catholique, est-ce que les étudiants devaient être catholiques? Justement, pour l'entrée à l'université, il n'y a pas une critère religieux, c'est-à-dire tout le monde peut être admis. Par contre, surtout dans la faculté de médecine, puisque ce sont les personnes qui touchent plutôt la vie et la mort, du coup, ce sont les étudiants en médecine qui sont plus après d'être chrétiens. Vous avez dit que le père Machambo a quitté l'Université de l'Europe parce qu'il y a un conflit de pédagogie entre les deux côtés. Mais il est revenu quelques années après, mais pour des raisons plutôt rationnelles. Mais en termes de pédagogie, comment ils se sont comment les deux côtés se sont réconciliés sur ce côté-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des sessions? Comment ça s'est réconcilié? Non, je ne vois pas il y a une réconciliation. C'est-à-dire chacun fait son côté une université, les pères françaises à l'université Aurore et Machambo à la nouvelle nouvelle Aurore à Fudan. Il est quand même sur la table, sur la table de Oui, mais quand même, il garde je peux dire seulement, il garde une bonne relation. C'est-à-dire chacun a un respect envers l'autre. Pour continuer sur la première question, est-ce que les élèves étaient essentiellement de la région, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, ou ils venaient de toute la Chine? Ils venaient de toute la Chine parce que même à Guangzhouan, c'est-à-dire au plus sud de la Chine, on peut aussi trouver des étudiants venant de Guangdong, très très loin. Mais la plupart, c'est vrai, c'est autour, c'est-à-dire Zhejiang, Jiangsu et Shanghai, bien sûr. Christine, oui, je voulais savoir comment est-ce que vous avez effectué vos recherches? Où avez-vous trouvé les documents? Est-ce que c'était facile, difficile? Est-ce que c'était éparpillé? Voilà. D'abord, pour l'Université Aurore a publié un bulletin de l'Université Aurore. On peut trouver également à Shanghai, à la bibliothèque Skyway. Et sinon, les autres, il faut creuser partout, par exemple au centre d'archives diplomatiques de Nantes.
et aussi, bien sûr, à Vanves, au centre d'archives des Jésuites de la province de Paris. Et aussi, il reste encore quelques diplômés. Bien sûr, ce sont des personnes âgées de plus de 90 ans, mais il y a quelques années, on a fait quelques entretiens avec eux. Et pour les photos? Ces photos-là, certains, vous pouvez voir, c'est tiré directement des magazines. Ça vient du bulletin de l'université. D'autres, c'est on a pris des photos, je pense, c'est avant. Et pardon. Question, donc il y a des listes établies, des registres avec les élèves. Est-ce qu'on a des listes complètes d'élèves par année, enfin, par semestre? Je ne veux pas dire qu'il y a des listes complètes, c'est-à-dire on doit fouiller de ceci, cela pour comme un buzzer. Et après on peut avoir un regard global pour savoir à peu près. Il y a des registres, il y a des listes quand même. Il y a, ouais. Par exemple, on peut aussi trouver au bureau d'archives de la municipalité de Shanghai. Mais tous sur les microfilms, c'est assez difficile pour consulter. Des questions commentaires. Est-ce qu'on peut citer des élèves célèbres, connus, des personnalités qui sont passées par Aurore? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a Xie Guansheng qui est le directeur du cours d'exécution ou yuan d'exécution, c'est-à-dire un très haut dirigeant du gouvernement. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans le milieu diplomatique. Et parmi les étudiants en médecine, il y a Liu Yongchen qui est le vice-directeur de l'Institut Pasteur à Shanghai de l'époque. Il parlait d'un programme spécial en langue qui a été institué en 1915-1916. Enfin, je vais citer en élève célèbre, la Subéron, peut pas me parler. Dai Wangshu. Il a été le peintre Subéron qui après est allé à l'école des Beaux-Arts à Paris et qui a suivi un enseignement en français. Ouais. Je vais le signaler. Ouais. Il y a, parmi ses camarades, je pense qu'il y a aussi le poète Dai Wangshu. Ah bah c'est ça, Dai Wangshu. Ouais. Il passe aussi pour le cours spécial pour la langue. Merci. Oui, monsieur. Est-ce que, à la même époque, la création de l'université de l'Aura, il y avait à Shanghai d'autres universités, d'autres pays américains, anglais, japonaises, ou est-ce qu'il y a une profonde singularité dans cette université de l'Aura? Oui, je peux dire qu'il y a une concurrence, par exemple, entre la France et l'Allemagne, puisque les Allemands ont fait des Tronti avec leur institut technique et médical. Et surtout, pour la création de la faculté de médecine, c'est justement un député français qui a écrit une lettre en disant qu'on ne peut pas laisser les Allemands fonder un institut en médecine sans rien faire. Nous, les Français, il faut aussi faire quelque chose. Surtout que l'Institut allemand, il était situé dans la concession française. Tout à fait. Une autre question? Oui, vas-y. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre partage. Je voudrais savoir pourquoi avez-vous choisi l'histoire dans cette université comme sujet de recherche? Comme je dis dès le début, en fait, c'est très bazar. J'ai d'abord rentré dans le campus et puis, par la chance, je suis recrutée comme un enseignant de cette université. Donc, pour moi, c'est un lieu de mon travail, c'est un endroit où je passe tous les jours et puis, et aussi la facilité de rencontrer même les anciens diplômés de l'Aurore. C'est pour ça que je continue à faire des recherches sur ce sujet. Ouais.
J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y avait un partenariat entre l'Université de l'Aurore et le lycée qui se trouvait sur l'avenue Joffre, qui formait aussi des gens qui parlaient français, avec normalement un niveau plus bas? Est-ce qu'on a des témoignages de gens qui ont fait les deux en fait? Est-ce que vous avez le nom de ce lycée? Alors c'est le lycée qui se trouve, je ne l'ai pas en prochaine. C'est Comment? Non, ça c'est le jésuite. C'est l'autre, c'est celui qui se trouve à l'angle de la Warhello et de la Cidan. C'est l'école franco-chinoise. Ah. En fait, pour l'Université Aurore, il a ses propres lycées. À Shanghai, aussi, à Nankin, à Yangzhou. Ouais. Ça veut dire une partie des étudiants venant de ses propres lycées. Et le reste venant d'autres lycées qui a une tradition de l'enseignement du français comme collège Saint-Ignace ou lycée francophone. Et le lycée de l'Université Aurore, il était sur le campus aussi de l'Université Aurore? Je ne crois pas. Il est ailleurs, mais je ne sais pas où exactement. J'ai une deuxième question. Quelle était la relation? Est-ce que vous avez trouvé des choses sur la relation entre l'Aurore d'un côté et St. James University de l'autre, qui était la concurrente, la grosse concurrente? Est-ce qu'ils coopèrent? Vous savez ça ou pas? J'ai seulement fait un tout petit recherche sur les matchs football. Qui gagnait alors? Bravo. Dans les archives, j'ai vu des nouvelles sur les résultats des matchs football parce qu'ils organisent entre ces différentes universités de l'époque. Par contre, une chose très curieuse, c'est-à-dire on trouve beaucoup de nouvelles sur le bulletin de l'université St. John's au lieu sur le bulletin de l'université de Londres. Parce que pour les jésuites, le plus important, c'est de bien travailler, alors le sport, c'est seulement pour se distraire. Pour les Anglais, le sport, c'est plus... Oui, mais pour les Américains, c'est autre chose, c'est très très important. J'ai une question. Qu'en est-il de la reconnaissance d'un diplôme de l'Université Aurore en France? Est-ce qu'il y a une... En fait, comme je vous ai présenté tout à l'heure, pour le gouvernement français, il reconnaît seulement le diplôme délivré par l'Aurore comme équivalent de baccalauréat. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, il donne seulement aux étudiants de continuer dans les universités françaises. D'accord. Donc si un médecin, enfin, si quelqu'un a vocation à devenir médecin, il doit aller en France et ne pas continuer sur l'université ici en Chine pour être reconnu en France. Avoir un diplôme chinois. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, il a un diplôme de l'université Aurore, par exemple, il peut seulement sauter, par exemple, 1 ou 2 ans d'études supérieures en France, mais il ne peut pas avoir une reconnaissance complète. Une autre question? Enfin, vous pourrez aussi lui en poser tout à l'heure, autour d'un père. Oui, alors aujourd'hui, on peut rentrer comme on veut, là, suite au Covid, on peut rentrer comme on veut pour aller voir au restaurant. Avant l'épidémie, oui. Maintenant, il faut quand même une invitation de quelqu'un à l'intérieur de l'université pour vous faire rentrer. C'est pas une école de police, enfin un bâtiment de la police, à cet endroit-là, un bâtiment de police qui serait au sein de l'université. Oui, pas très loin. C'est-à-dire, on passe d'abord le bâtiment de police, et, on continue sur la rue et on tourne à gauche, c'est bientôt le campus. Bien. Je crois qu'on peut l'applaudir.